Salut, bienvenue chez moi. Ça fait longtemps, je sais, je vous ai manqué. Je vous préviens d'avance, c'est pas le plan final pour les Theory Time. Parce que oui, même si à peu de choses près, les Anime Time partagent le même décor, il y en aura un spécialement pour cette émission qui sera à peu près dans ce cadrage. Il manque des éléments, donc pour l'instant vous avez un truc globalement pas fini. Et en attendant d'avoir la bande passante pour reprendre les grosses vidéos, je vous avais promis dans un de mes lives de refaire une vidéo sur Danganronpa Heartless Deceit. Twitch.tv/HunterShrine en live tous les lundis à partir de 19h. Et quand il y a des nouveautés sur certains fangames, j'en parle et on y réagit même souvent ensemble. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais il y a un chapitre 3 que j'attends fort là. Dans cette vidéo, on va parler des deux épisodes interludes d'Heartless Deceit qui sont sortis. Momoka's Day Off, sorti le 10 février 2024, et Above the Yellow Spring, épisode 4, sorti le samedi 17 février 2024. Ces derniers sont certes centrés sur le fait d'apporter plus de construction et plus de caractère aux personnages, mais ils contiennent tout de même des éléments plutôt intéressants. Comprenez bien que cette fois je ne vais pas enchaîner les théories comme je le fais d'habitude, on va dégrossir en fait dans cette vidéo ce qu'on peut tirer justement de ces deux vidéos. Bonsoir et bienvenue pour ce 117ème Theory Time. Je vous l'avais promis en live, plongeons-nous ensemble encore une fois dans l'univers passionnant de Danganronpa Heartless Deceit et de ces épisodes interludes originaux. J'ai pas d'autres termes vu le premier. C'est parti. Commençons par parler du premier des deux épisodes qui sont sortis, Momoka's Day Off. Pour rappel, dans cet épisode, on suit Momoka Ayase, troisième lieutenant du clan Himura. Et donc, indirectement, on va se plonger dans leurs activités via son jour de congé. Attendez avant de rire, il faut que je vous rappelle les dessins des autres qu'elle a fait. Qui, sur cette planète, est responsable de ces dessins ? Dites-le moi sérieusement, je veux embaucher cette personne pour refaire toutes les miniatures de toute ma chaîne. Plus sérieusement, l'intérêt de cet épisode, bien qu'il amène un scénario visant à ajouter de la profondeur au personnage du clan Himura, que l'on n'a jamais vu à l'écran d'ailleurs pour l'instant, c'est aussi de donner quelques informations intéressantes, et qui, je pense, peuvent être un atout pour la compréhension de l'ensemble de l'histoire. Pour commencer, on va révéler l'éléphant dans la pièce. Momoka a de très bons arguments pour forcer les autres à faire ce qu'elle veut. Attends, en fait, c'est pire dit comme ça. Momoka sait jouer de l'affect qu'ont les autres pour elle, notamment celui de Kiyotake Eguchi, et aussi de Keisuke Fujinuma, mais ça va encore pour ces deux-là. Par contre, un point que cet épisode met fortement en valeur, c'est la dissonance claire entre le rôle de Ryuji Himura et son attitude. Dans son phrasé, dans son ton, même la personne qui la double ne donne pas l'impression que c'est un Yakuza. Fuck me, bro. Sauf peut-être à ce moment-là. Autre chose, et ça pour le coup c'est plus étonnant, c'est Keisuke Fujinuma et son possible dédain pour Ryuji Himura. De ce qui est expliqué dans l'épisode, non seulement Ryuji ne se montre pas à la hauteur par rapport aux attentes de Keisuke, mais surtout on sent que Keisuke avait un fort attachement à Ryusei et que sa perte l'a affecté. Pour autant, et c'est là où je pense qu'on peut définitivement arrêter de se poser la question, dans cet épisode interlude, il est explicitement fait mention de la mort de Ryusei et de Yukie, bien que j'ai du mal à y croire. En fait, plus le temps passe, plus je me demande s'ils sont vraiment morts vu leur importance dans le lore. Alors j'ai essayé de me rappeler un maximum d'une des inspirations de Danganronpa Heartless Deceit, pour comparer, comme je le fais dès que je le peux, Violet Evergarden, Anime Time 167 si vous ne connaissez pas l'œuvre. Attention, il n'y a pas de sous-titres en anglais. Là où je veux amener une comparaison, c'est entre les personnages d'Akira, qui apparaît d'ailleurs au début de cet épisode, et de Violet. On a bien compris que Ryusei et Yukie sont chers à Akira, et possiblement que Yukie est pour elle une figure maternelle. C'est là où je veux apporter justement cette comparaison à Violet. Violet ayant vécu toute sa vie comme une arme, et qui a perdu la personne qui l'a acceptée malgré ce qu'elle était, et dont la mort justement a poussé derrière Violet à avancer dans sa voie. Je récapitule sommairement. La question étant en fait de savoir si en fait le deuil et l'évolution par laquelle Violet passe n'est pas similaire à la possible évolution d'Akira depuis la mort de Ryusei et de Yukie, et surtout de celle qu'elle aura dans le Killing Game. Maintenant, pourquoi je pense de plus en plus qu'ils sont pas morts ? Déjà parce que les morts et le traitement de la mort dans Danganronpa Heartless Deceit restent quand même un énorme mystère. On rappelle quand même que parmi les personnages les plus importants du lore, là pour l'instant on a 3 morts, et une dont le Killing Game tourne autour du mystère de sa mort. De plus, même si Ryusei et Yukie sont morts, ça n'explique pas spécialement comment. Après, les seuls indices qu'on a de leur mort,
c'est des dires évasifs des Yakuza, et un trailer où les deux interagissent directement avec Hanako. J'aimerais bien d'ailleurs un de ces quatre, mais j'attendrai je pense un petit peu, faire une vidéo consacrée exclusivement à Hanako. Si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, on a bien parlé de KK qui crush sur Ryusei, de la comparaison possible des personnages d'Akira et de Violet Evergarden, ainsi que de Ryusei et de Yukie pour la 117e fois, mais pour ce qui est de l'épisode interlude suivant, c'est là où va y avoir pas mal de choses à dire. Ah d'ailleurs, top 3 lieutenants du clan Imura pour moi, c'est Keisuke, puis Momoka, et Kirotaka en dernier. Keisuke utilise tous les pronoms qu'il avait fait passer devant Momoka, évidemment. Avant même qu'on ait regardé l'épisode, une vraie question. Comment ça, épisode 4 ? Où y sont les épisodes précédents ? En vrai, c'est probablement un développement qui est un peu comme un manga que je suis actuellement, qui s'appelle Lethal Experiment. En gros, on connaît le résultat depuis le début, et là, quand on y pense, le fait d'avoir probablement le dernier épisode, et ça, en premier, va justement sûrement dans ce sens. Pour commencer, dans cet épisode, on va suivre un personnage dont on n'aura pas le nom. Mais pour simplifier, on va l'appeler David. Pourquoi David pour les anglophones qui me regardent ? David en français, ça se prononce David, qui est très proche de la prononciation de Devil en français, à savoir Devil. Et surtout que la référence biblique en opposition au mal qu'il est censé être, c'est assez parlant je trouve, même si c'est pas moi qui ai eu l'idée. Dès le début de l'épisode, on comprend que David est quelqu'un qui va recevoir un talent ultime de la part de l'Institut EOS. Malgré ses relations familiales complexes. Dans ces relations familiales d'ailleurs, on retrouve cette personne, qui est la même qu'on a vue dans l'épisode 6 ou l'épisode 1 de la side story du prologue, et qui connaît Isao Morita. On reviendra sur elle plus tard. Pour résumer l'épisode, la pression que subit David de par son statut, et la position dans laquelle il est mis, plus le fait qu'il est forcé par sa mère à devenir un ultime, malgré ce qu'il souhaite, fait qu'il pète un câble et qu'il envoie tout chier. Et il a même envoyé chier Kumiko Arase. Ce qui, d'après cet épisode, est une très mauvaise idée. Surtout quand ton visage est placardé absolument partout. Je mentionnerai plusieurs détails que je n'ai pas encore relevés, mais histoire de vous rappeler que je suis partout, je sais tout et je vois tout, je vais vous parler de quelques points que j'ai vu passer sur le Discord de Danganronpa Heartless Deceit à la sortie de ce deuxième et quatrième épisode en même temps. Pour commencer, un point intéressant, c'est la possible liaison entre Hanako et David, et par extension, à Izanami Yoshimiya. Le postulat est intéressant, prenons donc la chose comme suit. 6 ans se sont passés entre la mort d'Hanako et le Killing Game où Izanami est censé avoir reçu un talent. Dans ce laps de temps, David aurait dû recevoir son talent, mais ne l'a théoriquement pas reçu. Si on considère le talent comme suit, il est possible que le talent qu'a reçu Izanami n'a été donné qu'une seule autre fois à Hanako. Ok, maintenant est-ce que c'est cohérent ? Non. Pour un point un poil bête, vu la communication énorme autour de notre bon vieux David, si de base Hanako avait reçu le même talent qu'Izanami et le même talent qu'elle allait recevoir, elle aurait aussi eu, de la même manière, une communication telle qu'on aurait su qui elle était, non ? Autre chose, j'avais aussi relevé, pareil, que le talent qu'aurait pu avoir David est le même qu'aurait pu avoir Isao Morita. Et là, je trouve ça bien intéressant. Déjà, faut qu'on mentionne un truc vite fait. Comment ça, on peut conditionner quelqu'un à devenir un ultime ? Non, parce que la daronne de David et la potentielle daronne d'Izanami ont l'air de dire que c'est possible et que c'est ce qu'elles ont fait. Entre les cours particuliers et tutti quanti, en ajoutant une dose de oui mais c'est moi sa daronne, perso ça me donne envie de vomir. Mais bon, disons qu'il est possible, en jetant son grain de sel, d'influer sur un enfant pour qu'il devienne un ultime. Est-ce que dans ce cas, c'est également possible que ça soit accentué par un facteur social ? Attendez, je m'explique. Si ces deux cruches ont été des ultimes, ce ne serait pas normal qu'elles veuillent et qu'elles fassent tout pour que leurs enfants en soient aussi. Vous voyez où je veux en venir ? Je parle pas d'hérédité en termes de talent, mais d'une facilitation sociale pour un ancien ultime d'élever un ultime et que cela aide en termes de placement dans la société. Genre, connaître le chef de la police, si ça n'a pas été un ultime aussi d'ailleurs. Et possiblement même l'ultime qu'on cherche, mais je pense que c'est un poil gros. Ensuite, petit point que la tante de David et la potentielle mère d'Izanami a mentionné, c'est que sa fille traînerait avec un garçon... Bref. Et il est possible évidemment que le garçon qu'elle mentionne soit Yumeo Arakawa. Par contre, un point que je veux poser juste là, et qui en vrai m'étonnerait pas vraiment, c'est ce qu'a dit le présentateur à notre bro David pour déconner. Il lui a demandé s'il n'avait pas acheté son titre d'ultime. Alors, je veux pas dire que ce soit le cas, ni même penser que ce soit possible, mais c'est aussi une forte possibilité en fait. Pas que pour lui, mais même potentiellement pour des membres du cast de la main story. Là, je pense potentiellement à Yumeo, parce que j'arrive pas à comprendre comment il est passé de l'éponge qu'il est dans le webtoon à l'archétype du parfait connard. Mais bon, c'est qu'une supposition, j'ai pas de fondement, je pose juste ça sur la table au cas où ça pourrait servir. Enfin, ça c'est si ce n'est pas l'un des deux premiers personnages à disparaître du Killing Game, avec potentiellement Rei ou Shion. Comme quoi, même pour des épisodes interludes, il y avait des choses à dire.
et j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous n'avez pas vu ces épisodes interludes par vous-même, vous attendez quoi? Ce sont des bangers absolus, et encore, j'ai pas voulu rentrer dans le détail de leur message parce que c'est principalement de la backstory, mais juste pour ça, ça vaut 100 fois le détour, même si vous êtes intéressé que par le Killing Game. Maintenant que j'ai honoré ma parole, on va pouvoir aborder des sujets un peu différents de Danganronpa dans certaines vidéos. J'avais teasé quelques trucs pour 2024, mais dans la prochaine vidéo, on parlera d'un jeu qui m'intéresse pas mal en ce moment. Ça arrive très bientôt, c'est promis. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce à cette vidéo, celui que tu veux, mais rappelle-toi juste que je sais exactement où t'habites. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.